On peut avoir les meilleures intuitions du monde, imaginer plein d'hypothèses, être très créatif dans sa tête, mais si on ne part pas de besoins clients et d'insights vrais, je vois pas comment on peut faire. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lougage et consultante. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques pour améliorer la satisfaction client. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose deux choses, du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voix du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fière aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Avant de passer à l'épisode, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, s'ils vous apportent quelque chose, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir. S'abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple. Si votre plateforme d'écoute préférée est Apple Podcast, alors vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis, ça nous aide beaucoup. Vous avez aussi désormais la possibilité de vous abonner à notre newsletter directement sur le site internet du client. Et vous pouvez partager le podcast autour de vous, évidemment. Je vous remercie par avance. Pour ce nouvel épisode, j'en viens au but, je reçois Florence Bouchot, responsable culture client à la Française des Jeux. Florence est une femme pétillante, il faut le dire. Elle promeut la relation et l'expérience client auprès des salariés de la Française des Jeux avec un engagement et une approche ultra personnalisée. C'est clairement une bibliothèque géante de ressources à elle toute seule. Avec Florence, on parle de comment passer d'une culture produit à une culture client. Donc concrètement, comment est-ce qu'elle accompagne les collaborateurs en facilitant le travail centré sur le client. On évoque sa démarche pour connecter les métiers avec les clients, mieux les comprendre leurs enjeux et mieux les satisfaire, avec notamment un outil d'acculturation qu'elle nous présente, le kit joueur. Pour finir, Florence nous racontera ses péripéties en tant que cliente, des expériences positives, négatives, dont elle fait l'analyse de manière très, très complète. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Florence Bouchot, responsable culture client à la Française des Jeux. Bonne écoute! Bonjour Florence. Bonjour Marine. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va. Je suis contente de t'avoir avec moi parce que tu es une fidèle auditrice du podcast et tu partages très souvent nos épisodes et tu es une personne très pétillante, je trouve, et rafraîchissante. Donc, ça me fait plaisir d'avoir cet échange avec toi. Merci Marine, merci de m'avoir invitée. Et c'est vrai que le podcast Le Client, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration dans mon travail, dans mon quotidien. Donc, un grand merci pour cette belle initiative qui est très inspirante, je trouve. Bah écoute, c'est très gentil, on fait ça avec grand plaisir. Alors du coup, Florence, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis en charge de la culture client à la Française des Jeux depuis 3 ans au sein d'un département qui s'appelle Expérience et connaissances clients, qui est rattaché à la direction client. Et en fait, les enjeux de ma mission, c'est de faire grandir la culture client, c'est-à-dire acculturer tous les collaborateurs de FDJ individuellement et collectivement à l'expérience client, en fait, pour les engager et les rendre acteurs de l'expérience client dans leur métier. En fait, je les aide à passer d'une culture produit à une culture client. C'est un sacré challenge quand même. Bah oui, c'est vrai. Tu as une grosse responsabilité. Oui. Alors, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, en fait, dans l'apprentissage et la pratique de l'expérience client et de leur expliquer, en fait, comment l'expérience client crée de la valeur et du business. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 3 ans. Ouais. Avant, en fait, je m'occupais de communication publicitaire, de communication de marque. J'ai travaillé sur les marques Lotto, Euromillions, FDJ, Illico. Voilà, j'ai travaillé sur des communications comme À qui le tour, Au revoir président, c'est le jeu Ma pauvre Lucette, un jeu qui s'appelait Dédé. Voilà. Ah, donc tu as toujours gravité dans cet univers-là au final. Oui, c'est vrai.
Et alors, comment est-ce que vous définissez la Française des jeux? Juste si on peut rappeler, qu'est-ce que la Française des jeux? Eh bien, la Française des Jeux, c'est une entreprise, qui existe depuis 1933, qui est née de la solidarité. C'est une entreprise qui fait partie de la vie des Français. Elle a été créée pour venir en aide aux blessés de la Première Guerre mondiale. Et OK. aujourd'hui encore, la contribution à la société, elle continue, elle est inscrite dans notre raison d'être, c'est notre moteur. Il y a quand même plus de 3,5 milliards qui sont redistribués à la collectivité, aux finances publiques. Donc notre raison d'être, c'est le jeu est notre métier, la contribution à la société, notre moteur, et la responsabilité, notre exigence. Eh ben, dis donc, mais je connaissais pas cette historique. Il y a cette dimension d'être utile Mmh. et de contribuer à la société qui est vraiment importante. Alors, la Française des Jeux, c'est aussi une offre de jeux diversifiée. C'est des jeux instantanés comme les jeux de grattage, Astro, Banco, Cash, Mission Patrimoine. C'est des jeux de tirage comme par exemple le Loto, Euromillions, Keno, Amigo. Puis c'est aussi des paris sportifs, à la fois en point de vente et en ligne. Notre activité de paris sportifs, elle est ouverte à la concurrence depuis 2010. Mmh. Et sinon, nos jeux, ils sont distribués dans 30 000 points de vente. On peut jouer à nos jeux à la fois en point de vente et aussi sur les sites et les applis FDJ et Parions Sport en ligne. Très bien. Et alors, du coup, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ce que tu fais parce que tu l'as fait de façon atypique. Tu portes ce projet-là, depuis 3 ans. Concrètement, vous avez une démarche pour connecter les métiers avec les clients, mieux les comprendre leurs enjeux et mieux les satisfaire. Comment est-ce que tu fais ça? L'idée, c'est, si tu veux, de pouvoir, en fait, mieux, connecter les métiers avec nos clients, Mmh. essayer de les comprendre leurs enjeux, pour pouvoir répondre à leurs besoins et pour mieux les satisfaire. Et en fait, dans notre équipe, qui s'appelle développement de l'expérience client, il y a une entité qui s'appelle, le Studio CX et qui est là pour, accompagner, les collaborateurs, et faciliter le travail centré client pour améliorer les parcours clients, l'expérience de nos clients, pour réparer ou concevoir de nouvelles offres et services. Et tout ça se fait à travers des démarches centrées clients qui sont alors réalisées dans un espace collaboratif qui s'appelle le studio client et qui est dédié vraiment à nos clients et Mmh. à ces démarches. Et on entend par expérience client 3 types de clients. Les clients finaux, c'est nos joueurs. Les clients pros, c'est les commerçants partenaires, les Oui. détaillants. Et puis les collaborateurs. Donc en fait, cette entité, Studio CX, c'est une entité de design d'expérience. On rencontre nos clients à travers des entretiens individuels qui durent 1 heure et demie pour Ah oui, c'est bien long quand même. comprendre. Ouais, tout à fait. C'est pour bien comprendre en fait qui sont nos clients, leur fonctionnement, leur vécu, leurs émotions, les mécanismes psychologiques, leurs usages, comprendre en fait ce qui se cache derrière leur comportement. Et puis, on réalise aussi des ateliers d'idéation. Donc ça, c'est fait avec tous les métiers en fait qui participent à nos démarches centrées clients. On travaille à chaque fois qu'il y a un porteur de projet qui vient nous voir avec une problématique client. On travaille avec ce porteur, mais aussi avec tout l'écosystème projet, c'est-à-dire tous les métiers qui vont à un moment donné jouer un rôle, contribuer à ce projet. Donc, il peut y avoir plein de métiers représentés, des métiers du marketing, de la DSI, du juridique, du digital. Il y a vraiment tous ces métiers. Et l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour trouver la solution la meilleure pour le client. Oui, c'est vrai que tu as une approche qui est très transversale en fait. Tu mets tout le monde autour de la table pour réfléchir à qui sont nos clients et qu'est-ce qu'on veut leur proposer, qu'est-ce qu'on veut leur faire ressentir. Tout à fait. Et du coup, cette démarche qui est globale, holistique, elle est vertueuse parce que en fait, elle permet à tous les métiers, de comprendre, qui sont nos clients et comment ils fonctionnent et ce qui peut répondre à leurs besoins. Et en fait, c'est une façon d'aligner et de donner du sens à tout le monde.
plutôt que de faire intervenir certains métiers à un moment, en fait, d'une étape de projet. Donc là, tout le monde est embarqué en amont et tout le monde va pouvoir travailler ensemble et trouver, encore une fois, hein, j'insiste, mais quand on part des insights clients, eh bien forcément, on va aboutir à une solution qui va être la plus intéressante et la meilleure pour les clients. Parce que si on ne travaillait qu'avec un métier, eh bien forcément, la solution serait rattachée et en lien avec ce métier. Or, en fait, parfois, on s'aperçoit que la solution nous emmène ailleurs, en fait. Totalement. Mais cette démarche qui est holistique, elle est initiée depuis assez peu de temps finalement. C'est assez récent. Ça fait 5 ans, en fait, Ouais. qu'on a cette équipe. Ce qui est clé pour nous, quand on dit le client est au centre, c'est connaître le client, c'est concevoir des offres, des services, des améliorations en ayant bien en tête ses insights et ses besoins, et c'est se confronter aussi en permanence au client. Voilà, donc c'est à partir du moment où on a bien compris ses besoins, on peut lui proposer des solutions. Très bien. Et comment tu as initié cette démarche? Et parce qu'au final, on parle d'acculturation là quand même, parce qu'il y a un changement. Qu'est-ce que tu mets en place pour faciliter cette acculturation? Pour pouvoir imaginer en fait un plan d'action, un dispositif d'acculturation à l'expérience client, moi je suis allée sonder la maturité des collaborateurs en expérience Mmh. client, leur perception de l'expérience client, ce que ça évoquait pour eux, pourquoi certains étaient réfractaires, pourquoi certains étaient prêts à s'engager mais ils n'avaient pas le réflexe et ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc en fait, je suis allée comprendre leurs besoins à travers des entretiens individuels. Ça m'a permis en fait ensuite leur proposer des dispositifs d'acculturation adaptés sur mesure pour pouvoir leur être utiles pour répondre à leurs attentes. Mmh. Et tu as observé des phénomènes particuliers, genre lors de ces entretiens individuels? Qu'est-ce qu'ils te disaient à l'époque sur, l'expérience client, la vision qu'ils en avaient? En fait, certains étaient convaincus, mais avaient déjà l'impression de faire de l'expérience client et de connaître les Ouais. clients, alors qu'en fait, pas vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de creuser, on a besoin de comprendre en fait des comportements et ce qui est important derrière pour déceler des insights. Parce que je t'explique pourquoi je pense à ça. Il y a pas longtemps, je discutais avec un ancien professeur à moi, d'école de commerce, et quelque chose que je trouve assez dingue, c'est que nous, en école de commerce, donc j'ai un master en marketing stratégique. Jamais, jamais on ne m'a parlé d'expérience et de relations clients. Je me dis: «C'est quand même fou», et donc au final, quel est le niveau de maturité, des salariés dans une entreprise qui, potentiellement, sont passés, comme moi par ce type de cursus? On a tous été ultra sensibilisés au marketing, aux études quanti, aux études quali, en long, en large et en travers, mais j'ai pas le souvenir qu'on nous ait vraiment parlé du client, tu vois? C'est vrai. Du coup, c'est vrai que moi, toute ma mission, c'est d'essayer d'expliquer en interne, en fait, qu'est-ce que c'est que l'expérience client et comment des marques peuvent se différencier, Mmh. comment des marques peuvent créer de l'attachement, et qu'est-ce qui fait leur spécificité? Enfin, on est tous, des collectionneurs d'expériences, on vit tous plein de choses dans la vie, plein d'expériences avec plein de marques, et en fait, qu'est-ce qui fait que, on va se dire: «Ah ouais, cette marque, bravo, moi Mmh. en fait, je veux acheter ce produit ou je veux aller dans ce magasin parce que, ça me raconte, quelque chose qui me touche, ça touche à des valeurs qui me sont proches, c'est une marque qui m'a apporté quelque chose à un moment où j'allais pas forcément bien ou à un moment où j'étais angoissée ou enfin voilà, donc c'est vrai que ça passe par plein de choses, qui travaillent l'émotion. C'est des choses très importantes à prendre en compte, et je pense que pendant cette crise sanitaire, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques qui ont émergé et qui ont permis on va dire, d'égayer et d'enchanter le quotidien de beaucoup de Français, alors qu'on les attendait pas à ces endroits, en fait, ou à ces Mmh. moments. Et je pense que les Français ont été plus sensibles à ce moment-là, en fait, que d'habitude, parce que c'est ça la différence, c'est entre quand tu interroges, une personne et tu dis: «Oui, tu as trouvé ça comment?» «Oh bah, c'était pas mal», et là, en fait, on va chercher les émotions, et c'est compliqué, je trouve, pour les consommateurs de les verbaliser parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience
que ce qu'une marque cherche à faire avec eux, c'est de susciter des émotions. Ils pensent que c'est simplement, bon, je me suis acheté une baguette de pain, le pain, il est bien cuit il n'était pas tout mou au bout de 24 heures. Alors qu'au final, c'était pas réellement ça l'objectif. Et Mmh. donc, je pense qu'à ce moment-là, quand ils se sont retrouvés, entre guillemets, et je m'inclus dedans, hein, sous la contrainte, et que Mmh. du coup, il n'y avait pas beaucoup d'échappatoires, ces échappatoires qu'ils ont eus, ces interactions qu'ils ont eues avec des marques, ont été comme des révélations. Et là, ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que ce qu'ils font, ça va chercher beaucoup plus profondément que simplement passer un coup de fil à un service client, quoi. Mmh. Oui, oui, tout à fait et c'est vrai que notre relation aux autres, que ce soit, à son boulanger, à des magasins de proximité, à des commandes en ligne, oui, quand on est en télétravail, qu'on achète une imprimante pour pouvoir imprimer de chez soi et qu'après on se retrouve avec le parcours du combattant pour trouver les bonnes cartouches qui correspondent à la bonne imprimante et ben c'est là Ça qu'on voit sent que le... c'est là qu'on voit que, le parcours n'est pas aussi simple et fluide qu'il n'y paraît chez certaines enseignes. C'est assez surprenant. Et même, enfin, c'est vrai que moi, il y a des commerçants, en fait, chez qui je ne suis plus allée parce que j'estimais que quand même, à un moment donné, un petit sourire, un petit bonjour, un petit mot, oui, ça fait plaisir. Et du coup, quand j'avais pas ces petites attentions avec certains commerçants, je me suis dit, bah, je vais aller chez d'autres parce que quitte à faire la queue, quitte à voir peu de monde dans ma journée, en fait, j'ai besoin de voir des Mm, gens qui vont être agréables et qui vont m'apporter mm, un petit supplément d'âme. Et j'ai besoin de me faire plaisir. mm. Donc, en fait, alors oui, c'est sûr que cette période, elle a dû accroître, décupler peut-être ce besoin, cette envie de s'entourer de bonnes personnes et de bonnes ondes. Mais de toutes les façons, je trouve que c'est quand même important de se sentir accueilli, de se sentir de savoir que des gens vous prennent en considération et vous facilitent un petit peu la vie et que c'est sincère. Ça, Mm. c'est très important. Donc, pour en revenir à Mm. ma mission, c'est vrai que j'essaye d'inspirer les collaborateurs avec des tendances, avec des bonnes pratiques d'entreprises qui sont référentes en expérience client et pour leur expliquer concrètement comment ça se traduit Mm. et qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être centré client. Quels sont les gestes, quels sont les rituels, quelles sont les actions mises en place. Et ça, c'est important de donner des exemples. Enfin, ça passe Oui. par la preuve, par l'exemple, et être très concret. Pour moi, la clé, hein, et ça fait du bien d'entendre des témoignages d'entreprises qui expliquent tout ça de façon très simple. Il y a beaucoup de bon sens. Parfois, c'est des petites choses, des petites actions qui peuvent paraître anecdotiques, hein, c'est pas du tout des grandes usines à gaz. Et du coup, ça fait du bien de se dire ah oui, d'accord, telle entreprise a mis ça en place. Bah c'est vrai. Moi, j'aurais peut-être réfléchi à d'autres choses. Enfin, il y a des gens qui se sentent au pied de la montagne, qui se disent mais comment on va faire. C'est compliqué. Qui réfléchissent beaucoup, beaucoup. C'est bien, mais à un moment donné, il y a des petites choses qui peuvent générer de forts impacts positifs sur les Mm. clients. Mais c'est comme quand tu vas chez Nespresso et qu'on te donne ton sac à deux mains. Mm. Les consommateurs ne font pas attention et tu te dis mais en fait j'ai jamais fait gaffe et puis je m'en fiche. Mais non, en fait tu t'en fiches pas parce que ton sentiment n'est pas du tout pareil quand tu prends le sac qu'on te donne à deux mains. Oui, tout à fait. C'est des micro-détails et c'est ça, je trouve, qui est extrêmement complexe dans l'expérience client, c'est que c'est tellement transversal et tellement dans le micro-détail Mm. que sincèrement, il faut penser à tout et que quand tu fais une map de ta customer journey, sincèrement, wow, c'est très très long. Et du coup, vous avez mis en place, alors, vous avez mis en place un outil d'acculturation qui est le kit joueur. Est-ce que tu Oui. peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, oui. Tout est parti d'une étude usage-attitude, hein. C'est une segmentation client comportementale qui donnait des résultats quanti assez froids. Ok. Qui donnait des infos de pénétration, de fréquence, de volume, de valeur. Voilà, qui nous a permis de savoir à quoi les joueurs jouent, à quelle fréquence. Bon. Et cette segmentation, elle a fait émerger 5 groupes de clients.
Mmh. mais on ne savait pas en fait pourquoi ces comportements. Donc en fait, on est allé enrichir cette étude pour donner vie à ces groupes de joueurs, hein, c'est-à-dire comprendre leurs besoins derrière leur comportement pour pouvoir les adresser. Et du coup, on est allé à la rencontre de ces 5 profils de clients avec plusieurs collaborateurs issus de différentes directions business Mmh. unit. Et on est allé dans plusieurs villes de France pour décrypter, pour comprendre les comportements de nos joueurs et ensuite pour pouvoir identifier des personas. Donc on est allé comprendre les besoins associés au jeu, leurs usages autour de nos offres, les problématiques rencontrées par nos clients, leur parcours emprunté, toutes les raisons associées à ces différentes étapes. Et puis cette démarche, elle nous a permis de développer un outil de travail, un outil opérationnel. C'est un outil à la fois culturel et opérationnel, puisqu'en fait, il part aussi des besoins des collaborateurs en termes d'information sur les clients. Mmh. Donc en fait, ce qui est important, c'est qu'on a itéré avec les collaborateurs pour construire cet outil. Comme ça, on s'est assuré que cet outil, il allait pouvoir être utile aux collaborateurs pour créer des offres, des services. Voilà. Donc du coup, ce kit joueur, il donne des infos sur le profil des clients, hein, sur leurs caractéristiques principales, sur leur comportement, leur point de vue, par exemple sur comment ils gèrent leurs dépenses, quel est leur point de vue sur le point de vente, sur le digital, sur leur image de joueur, Mmh. sur la marque FDJ, sur la sociabilité dans le jeu, voilà. Et puis il donne des infos sur les parcours clients avec les moments de vérité, les émotions associées, des verbatims. Et Mmh. puis aussi, on a souhaité donner des leviers d'action aux collaborateurs, hein. C'est les incontournables à activer pour chaque typologie de joueur pour construire des offres et des services. Ces leviers, ils permettent de pointer les endroits importants pour le client et pour le business, mais sans pour autant apporter de solutions au métier. En Mmh. fait, ce sont vraiment les expertises internes des différents métiers qui, d'une façon collective, permettent de résoudre les problématiques clients et de trouver, comme je le disais tout à l'heure, une solution qui sera la meilleure pour le client. Donc ça peut être voilà, de nouvelles offres, de nouveaux lieux de vente, de nouvelles façons de jouer, de nouveaux canaux. Ça dépend. Par exemple, on a un persona qui s'appelle Déborah, c'est notre occasionnel ludique. Ce qui est important pour elle, un de ses leviers, c'est de créer de la surprise sur son parcours. Voilà, donc après, c'est au métier de réfléchir ensemble à comment on va pouvoir créer de la surprise pour ce profil. Pour Déborah. Mais ce qui est rigolo c'est que c'est effectivement au-delà de, toute l'étude qui a été faite, c'est que vous l'avez matérialisé sur un format qui est physique, Mmh. hein. Oui. Donc, en concrètement, comment est-ce qu'on pourrait le décrire? C'est un leaflet, avec un dépliant. Ça ressemble un peu aux inc c'est les incollables, tu sais, que ça s'appelait, où tu avais, le panorama et tu as plusieurs feuillets et du coup, tu as tes différents, personas dessus. Donc, c'est compact, petit, imprimé, c'est joli aussi. Enfin, tu Ouais, vois, en ouais, termes ouais. de design, c'est assez sympa, synthétique. C'était important pour vous, ça? Oui, oui, c'est vrai que c'était important de matérialiser à la fois, d'une façon, physique, concrète. Alors on a fait une présentation, hein, autour de cette démarche, en interne, pour expliquer un petit peu le pourquoi de cette démarche et comment on pouvait utiliser ce kit. Et Mmh. puis c'est important d'avoir, 5 fiches, une fiche par client pour bien comprendre son profil. Et cet outil, alors il existe aussi en version digitale Oui, bien sûr. dans notre intranet, mais c'est une façon, en fait, c'est un premier point d'entrée et de contact avec nos clients pour ensuite pouvoir rencontrer nos collaborateurs et travailler avec eux et les accompagner par rapport à leurs problématiques clients. Donc c'est une base, hein. Mmh. Ça donne des infos qui sont importantes. Comme ça, à chaque fois que les métiers en fait viennent nous voir, eh bien, on peut leur dire quelle est ta cible en fait, à qui tu Mmh. t'adresses Est-ce que c'est et, Déborah? voilà, et quel indicateur pose problème. Et en fait, l'idée, c'est que nous, la méthode en fait qu'on utilise avec le studio CX, c'est vraiment d'identifier, comprendre et résoudre
Donc, ça s'apparente à du design thinking ou du lean startup. Et en fait, mais on n'utilise pas ces termes-là en interne. L'idée, c'est vraiment d'accompagner tous les métiers à aller vérifier sur le terrain, donc soit en entretien client, soit en observation dans les points de vente, comprendre le vécu, les besoins des clients, pourquoi ils rencontrent ces problématiques, comment se passe leur expérience, leurs usages, et de se confronter aussi aux clients. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a imaginé des hypothèses de solutions à travers des maquettes ou des POC, c'est important d'aller confronter ces solutions auprès des clients pour vérifier la bonne compréhension et puis leur appétence et vérifier qu'on va dans la bonne direction. Et en fait, j'y pense, mais ton kit joueur, il me fait, en termes de format, me fait penser à un plan comptable, mais en beaucoup plus beau et beaucoup plus utile qu'un plan comptable, tu vois. Il est quand même plus joli, il est plus Ah bah bien sympathique. sûr, attends, non. Et puis on a essayé de faire quelque chose à la fois de synthétique Ouais. et à la fois le format il est assez agréable, il est assez ludique. Ouais. Bon, suite à ça, moi j'ai organisé en interne un quiz sur nos 5 profils de clients. Pour que les collaborateurs puissent répondre à ce quiz correctement, eh bien, il fallait à minima lire les différentes fiches du kit joueur, parce qu'on ne pouvait pas répondre au hasard. Ouais, en oui, fait. tu veux vérifier donc, qu'ils ont là bien aussi, pris connaissance. voilà, donc le quiz, c'est aussi un outil d'acculturation. Et aujourd'hui, voilà, c'est notre base, en fait, c'est notre base de connaissances. Et après, il n'empêche que toute démarche démarre souvent par la rencontre de nos clients, par des entretiens individuels, et c'est vraiment important. Et on accompagne les métiers, on réalise ces entretiens individuels en binôme. L'idée, c'est vraiment en 1 heure et demie de bien creuser, de bien comprendre tout ce que le client vit, en fait, et pourquoi il vit tout ça. Et tu as senti que du coup, ça leur avait plu à tes collègues d'avoir ce kit joueur? Parce que je vois que toi, tu l'as sur ton bureau, mais toi, tu fais partie des personnes emblématiques. Tu es obligée de l'avoir sur ton bureau, Florence. Mais sincèrement, est-ce que ça les a aidés? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Eh bien, écoute, oui, ça les a aidés. Alors ce qui n'a pas été facile, c'est qu'en fait, quand on a, lancé ce kit joueur, on l'a lancé le 10 mars, 2020. Ah! Quelques jours avant le premier confinement, n'est-ce pas? Et donc en fait, après, on s'est tous retrouvés en télétravail chez nous. Donc en fait, malgré, le travail à distance, on a quand même réussi à faire connaître et à installer ce kit joueur à distance et à expliquer comment on pouvait l'utiliser et à créer des contacts, à créer des rencontres. Enfin, c'est vrai que dans notre équipe, le contact humain, il est très important. Je passe mes journées à échanger avec des collaborateurs pour bien comprendre un petit peu ce qui les amène, en fait. Ils viennent nous voir, ils pensent avoir une problématique client, parfois c'est une problématique métier, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est un point d'entrée et ça permet de tirer le fil et de savoir déjà, est-ce que tu sais qui est ton client, quelle est sa problématique, ce que tu as imaginé, c'est pour quel client. Voilà, donc on l'aide à définir la cible. Mais de toute façon, c'est un outil pour faire gagner du temps et être encore plus pertinent après dans Oui, tout à fait. dans vos démarches. Et là où je m'interroge profondément, c'est que aujourd'hui, je vois beaucoup d'entreprises, alors pas qui passent sur le podcast, évidemment, mais sincèrement, c'est à quel moment tu décides de faire une étude client et à quel moment tu décides de réellement connaître tes clients et pendant combien de temps tu penses sincèrement qu'on peut avancer sans s'être préoccupé de qui sont nos véritables clients et quelles sont leurs motivations et quelles sont leurs émotions, tu vois. Je vois trop d'entreprises qui ne le font pas, en fait. Écoute, pour nous, c'est très important de connaître nos clients. Enfin, c'est la base. Si tu ne connais pas tes clients et si tu ne sais pas quels sont les insights de nos clients, comment peut-on imaginer des produits, des offres, des services qui vont répondre à leurs besoins? Enfin, ça me paraît assez Un difficile. non-sens. Ouais. C'est impossible.
On peut avoir les meilleures intuitions du monde, imaginer plein d'hypothèses, être très créatif dans sa tête, mais si on ne part pas de besoins clients et d'insights vrais, je vois pas comment on peut faire. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Enfin, voilà, il y a des entreprises qui sont très innovantes, également d'un point de vue technologique, mais à un moment donné, si cette innovation ne répond pas à un insight client, Ouais, ça il va y avoir un couac. Mais je pense que c'est qu'il faut que les entrepreneurs et les entreprises comprennent aussi que, c'est quelque chose qui prend du temps et ils pensent peut-être qu'on va faire un quanti, on va balancer ça, comme ça à notre base de données et on va faire, 10 entretiens quali, tu vois, sur, 100 clients et ça va être réglé. Concrètement, le kit joueur, vous, tu penses que ça vous a pris combien de temps? je pense que ça nous a pris 6 mois à peu près, Ouais, voilà. Entre le moment où on a eu cette connaissance de cette étude usage et attitude, hein, voilà, donc on s'est dit, bon, alors il y a cette segmentation client qui est comportementale, qui existe. Comment on va pouvoir enrichir, donner vie à ces groupes de clients, aller rencontrer les bien sûr. clients. Ensuite, il y a toute l'étape d'analyse, de consolidation. Et puis ensuite, il y avait un gros travail pour essayer de rendre toute la matière et tout le contenu extrêmement compréhensible, Oui. clair. Voilà, et on Bah, a que fait ça soit beaucoup pas de... imbuvable, en fait, Voilà, pour les collaborateurs. parce que et c'est la deuxième étude d'usage et attitude qu'on fait, hein, chez FDJ, hein, et pour nous, c'est important, c'est le socle. Mmh. La donnée client, elle est très importante. Pendant le confinement, bah, on a continué à communiquer sur ce kit et là où je suis contente en termes de résultats, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui sont pas forcément au premier plan en contact avec des clients ou forcément directement concernés, qui ont été très intéressés. Et du coup, on a fait des sessions d'explication avec différents métiers qui nous ont dit, bah voilà, j'ai vu votre conférence sur le kit joueur, ça m'a interpellée. Je me suis dit que moi, dans ma direction, dans mon équipe, ça pouvait être intéressant. Donc, on a fait beaucoup de présentations. Il y a beaucoup de métiers qui sont venus vers nous, même à distance. C'est vrai que je me suis pas sentie coupée du monde pendant ces périodes de confinement pendant la crise sanitaire, parce que j'ai eu chaque jour beaucoup d'entretiens, de contacts, d'échanges avec les collaborateurs, parce qu'ils se sont dit, ah oui, moi ça peut éclairer telle et telle chose dans mon activité. Et c'est bah, enfin, si tu peux nous donner l'exemple ou la direction dont tu as été la plus surprise, est-ce que, j'en sais rien, si je te prenais, alors, la comptabilité, le juridique, était très intéressé? Non, c'est une entité qui travaille sur sur tout ce qui est formation des détaillants, qui s'est dit, bah, c'est intéressant que les détaillants aient connaissance de ce que vous avez fait. Bah, bien sûr, parce que c'est eux qui les voient aussi, en partie. C'est pas directement normalement leur travail, c'est faire de la formation et quelque part, c'est pas les gens qui créent des produits, qui créent des offres. On dit tiens, il y a quand même des choses là, on veut en savoir plus et il y a des caractéristiques importantes à relever et à communiquer. Mais c'est là qu'on voit que c'est extrêmement, extrêmement transversal, en fait. Oui. Et que ça touche tout le monde, sur certaines étapes du parcours, à certains degrés, bien évidemment, mais que ça touche tout le monde. Tout à fait, ouais. Alors Mmh. effectivement, ça nous a pris un peu de temps pour faire tout ça, mais après, rencontrer des clients, ça prend pas énormément de temps. Enfin, c'est 1 heure et demie. Pendant 1 heure et demie, on peut creuser beaucoup de choses. Par exemple, nous, on organise un dispositif qui s'appelle les perceptions clients. Quand un métier, s'occupe d'une offre ou d'un service, que c'est déjà un peu avancé, à un moment donné, plutôt que d'aller trop loin dans le développement et au moment d'appuyer sur le bouton et d'engager beaucoup d'investissements, de ressources, de dépenses, etc., c'est quand même bien d'aller confronter cette offre ou ce service au client pour vérifier qu'on va dans la bonne direction. Mmh. Donc en fait, sur une journée, on peut rencontrer une dizaine de clients, on fait des entretiens, on leur présente des maquettes, on leur présente des interfaces, et en fait, ils réagissent à des stimuli. Toutes ces maquettes, elles matérialisent des idées, hein, et du coup, ça nous permet de vérifier en fait que on répond bien à des besoins et qu'on va dans la bonne direction.
Donc voilà, et on fait une restitution en une semaine. L'équipe porteur du projet a le résultat. Donc c'est assez efficace et Ah rapide. oui. Mais donc du coup, ça veut dire que tu as déjà une base de clients qui sont entre guillemets tagués comme étant des ambassadeurs que tu vas pouvoir solliciter au besoin assez rapidement pour avoir des retours sur des nouvelles offres que vous voulez lancer, c'est ça? Alors, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors OK. nous, en fait, on travaille avec, un panéliste recruteur, hein, qui va recruter des clients, sur certains critères, hein, donc par rapport à leurs 5 profils, hein, et à chaque fois, ce sont des clients, différents. On n'a pas de communauté de clients. En tout cas, nous, équipe expérience client, on trouve important de voir à chaque fois des clients qui spontanément vont nous dire, comment ils fonctionnent, qui ils sont, et qu'on puisse comprendre tout ça. On fait des entretiens empathiques avec eux, hein, et Mmh. pas des clients qu'on connaîtrait ou qu'on verrait souvent, parce qu'en fait, ces clients, ils n'auraient plus en fait le bon recul. Ça nous est arrivé, hein, au début. Mmh. En fait, ces clients, ils finissent par penser comme nous chez FDJ, se mettre à notre place et à nous dire ce qui serait le mieux pour eux, mais avec notre filtre à nous. Donc en fait, là, il y a un biais qui est assez important. Mais c'est intéressant, je trouve, cette vision parce que tu vois, jusqu'ici, sur le client, on a quand même eu très souvent des gens qui nous disaient qu'ils avaient des communautés, qu'ils rencontraient, qu'ils allaient déjeuner, etc. Et que c'était des clients plus ou moins historiques. Bien évidemment qu'il y en avait des plus récents, des historiques, mais ils étaient identifiés. Tandis que vous, à chaque fois, vous vous repartez de zéro, entre guillemets, et vous rencontrez des nouvelles personnes. Oui, oui, oui. Je trouve c'est intéressant ce avantage-inconvénient sur les 2 dispositifs, les 2 approches en tout cas. On fait des cas d'usage basés sur en fait les cas de vie des clients, et c'est plugué sur leur parcours, hein, sur leur déclencheur. Et c'est important de vraiment bien comprendre et cerner ça, parce que sinon il y a quelque chose de voilà ce qui biaise, c'est que ils vont être gentils avec nous, ils vont être contents d'être là et ils Mmh. vont nous dire des choses, mais qui vont pas être forcément très justes. Il peut y avoir un autre objectif, hein, mais avoir une communauté pour créer une relation avec ses clients, voilà, ça amène à un autre objectif. Mais en ce qui nous concerne, c'est bien d'avoir ce regard neutre. Et puis, alors par contre, c'est les mêmes clients qu'on revoit en entretien et en itération. Comme OK, oui. ça nous permet de voir qu'ils nous ont raconté des choses en déclaratif. Et après, on va vérifier ce qu'ils nous ont dit avec des stimuli, avec des maquettes. Et c'est là où on voit si on est dans la bonne direction ou pas du tout. Et ils réagissent là-dessus en disant ah non, en fait c'est pas du tout ça. Voilà. Donc ça c'est important. Mais bon, c'est vrai que voir des clients qui font partie d'une communauté, voilà, à force ils nous connaissent, ils pensent à notre place. On leur demande pas ça en fait. On fait pas de co-construction non plus avec nos clients. OK. Notre conviction, c'est que le client n'a pas à trouver la solution à ses problèmes. C'est à nous de trouver la solution. C'est à nous de réfléchir en création. Et voilà. Après, il pense comme les collaborateurs de FDJ. Il pense plus avec sa casquette de client, mais Mmh. avec ce qui peut être bon pour notre marque ou Ouais, donc c'est à jusqu'à quel degré tu les fais contribuer, jusqu'à quel degré tu les interroges sans outrepasser au final, le rôle, et qu'ils ont à la base? on les fait parler, on les questionne sur vraiment leur vécu, leurs émotions, leurs ressentis, et c'est à nous de décoder, de décrypter tout ça. Mais par exemple, on leur pose jamais de questions. Et si ta 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 ta, est-ce que nanana, Ouais, qu'est-ce que jamais tu on en dit ça. penses? Mmh. Et on essaye dans notre façon de questionner, d'être vraiment sur pourquoi en fait. Et l'idée, c'est de décoder pourquoi les clients ne comprennent pas quelque chose. C'est tout un art hein, quand même de questionner les gens, Ouais, et on non a mais une c'est équipe vrai. qui a été formée hein, à ça, etc. Voilà, on essaye de comprendre tout ce qui se cache derrière, tous les ressorts émotionnels, les mécanismes psychologiques. Pourquoi en fait ils vont dans un point de vente? Pourquoi ils jouent à ce moment-là? Mmh mh. Donc c'est pour ça que ça va, et que c'est important que ça se plug bien sur leur parcours, d'essayer de comprendre les déclencheurs. Et la matérialisation des idées, hein, les maquettes, ça les fait réagir. Et du coup, ça permet de. Bah, de conceptualiser réellement et de se projeter.
Voilà, tout à fait et du coup, ça permet aussi de verbaliser des choses. Ouais. Par exemple, on peut avoir on a un profil de client qui nous dit: «Bah, acheter ne fait pas rêver». Quel est le moment du parcours qui est concerné? Si elle dit ça, c'est parce qu'elle va dans quel type de point de vente? Mmh. Qu'est-ce qui s'y passe? Et pourquoi elle n'aime pas y aller? Et pourquoi elle préfère, gratter son jeu ailleurs? Et dans quelles conditions? Pourquoi elle aime Mmh. un autre lieu? Donc en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'elle nous a dit ça, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour elle? Et c'est là où c'est intéressant de mettre plusieurs métiers, plusieurs expertises ensemble pour répondre à ce problème. Oui, donc dans ta phase 1, en fait, tu vas chercher le comment, du pourquoi, quels sont, ces déclencheurs, les irritants qui sont inscrits dans son parcours. Tu prends ces informations-là et tu essaies de les modéliser enfin, avec des solutions et tu reviens vers elle en phase 2 où là, tu lui montres les maquettes. Mais tu Tout à ne fait. lui as jamais dit en face. Tu n'es pas venu au final avec tes préjugés et tes Ah non, pré-solutions en phase 1 pour lui dire: «OK, et si on te proposait ça, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. non, non, jamais, jamais. Eh ben, dis donc, c'est une sacrée mission, Florence, et tu le fais, tu l'amènes avec brio parce que je trouve que tu es extrêmement, engagée. Enfin là, voilà, on a discuté de certains sujets, mais je sais à quel point tu passes du temps, bon, tu le dis, à faire au final de l'accompagnement personnalisé avec chacun des collaborateurs, mais aussi finalement à faire des benchmarks de tout ce qui se passe en termes d'expérience client, de quelles sont les initiatives à aller discuter avec tes pairs, Mmh. finalement, pour rapporter l'information en interne et puis essayer de la diffuser de façon différente. Ou typiquement, enfin voilà, tu es une des premières à pousser le podcast Le Client à tes collaborateurs parce que ben voilà, c'est un format audio, c'est différent et du coup à essayer de t'adapter à eux pour leur faire comprendre à quel point c'est important, pour les sensibiliser, les acculturer, que ça soit via des vidéos, des événements, du contenu audio, etc. Et ça, je trouve ça remarquable. Bah, merci beaucoup. Bah, c'est vrai que du coup, j'essaye, voilà, de proposer des dispositifs personnalisés, qui vont être, voilà, segmentés en fonction des collaborateurs et je m'adresse avant tout à des personnes, à des humains, en fait, pas à des équipes ni à des Mmh. directions et donc forcément, tout le monde ne va pas avoir besoin de la même chose au même moment, dans son activité. Tous les ans, je réalise une enquête de satisfaction sur les dispositifs culture client que je propose. Et donc, bah, là, j'ai eu tous les résultats avec beaucoup Mmh. de suggestions, de commentaires. Et je suis en train de. J'ai demandé aux collaborateurs, pour ceux qui souhaitaient, de laisser leur adresse mail pour être contactés. Beaucoup m'ont laissé leur adresse mail et je suis en train de réaliser des entretiens en ce moment avec eux pour pouvoir mieux les accompagner et comprendre aujourd'hui ce qu'ils recherchent, hein, ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs problématiques, quels sont les sujets qui les intéressent. Et en fait, bah, c'est intéressant parce que si je ne faisais pas ces entretiens, je ne pourrais pas comprendre en fait ce qui les motive et ce qui déclenche quelque part ces suggestions ou ces commentaires. Et en fait, ça me permet de tirer le fil. Une thématique en amène une autre. Et Mmh. c'est une façon de les acculturer et de les emmener et d'essayer encore une fois, hein, de les questionner, de les faire pivoter aussi en termes de mindset, hein, parce que Mmh. parfois, on voit que c'est une problématique métier et une discussion amène vers un autre champ des possibles. C'est une façon de leur montrer comment, en fait, ils peuvent prendre en main un sujet. Oui, mais c'est vrai qu'on parle, enfin voilà, le process qu'on met en place avec nos clients doit aussi être le même avec nos clients internes, qui au final sont nos collaborateurs et où effectivement c'est voilà, il faut aller les interroger, il faut, les accompagner et je trouve que ce qui est assez dingue c'est que, en fait, c'est comme si tu étais toujours d'extrêmement bonne, volonté, où il y a quelqu'un qui vient te voir, qui dit: «Ah oui, bah, j'aimerais bien avoir des informations, sur, telle entreprise, tel sujet et tout». Tac, 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 Florence, elle se met en 4, elle part à la recherche de l'information pour lui apporter. Enfin, il y a énormément de care, je trouve, dans ce que tu fais. Mais c'est lié à ta personnalité probablement aussi. Bah, écoute, merci. Ouais, j'essaye en tout cas,
Ouais, j'essaye d'être utile. Alors c'est vrai que bah, du coup, je lis beaucoup de choses, Mmh. j'écoute beaucoup des Non, mais c'est ça, podcasts, des webinaires, tu leur fais etc. la Et puis après, synthèse, il et faut trouver cetera. voilà, le bon exemple, la bonne pratique qui va leur parler, qui va les inspirer, qui va les faire pivoter, qui va donc j'ai plusieurs tiroirs et les tiroirs sont pleins hein, parfois. Beh, oui, Et, oui, parce que tu fais beaucoup de choses quand même, hein. Tu écoutes, tu lis, tu participes à des événements, tout ça. Et est-ce que tu t'es fait, c'est pas un kit joueur qu'il faut que tu te fasses, c'est un kit collaborateur en fait. Et comme ça, après, tu as des réponses en fonction du persona du collaborateur et tu lui amènes la bonne solution. voilà, mais c'est sans fin parce qu'effectivement, ça arrive tous les jours et tous les jours je me dis: «Chouette, là tiens, je viens de lire quelque chose et là j'ai, le bon exemple. Tiens, j'ai, telle entreprise qui fait ça et ça peut, ouvrir l'esprit, ça va leur Mmh. donner, une idée, ça va les ouvrir». J'invite les collaborateurs à des événements aussi, hein. Donc voilà, j'essaye de mettre en tout cas de diffuser, de partager tous les contenus et les connaissances que je peux collecter à différents endroits. Et c'est vrai que bah, heureusement, il y a beaucoup d'initiatives vraiment très chouettes qui sont faites. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de littérature sur ce sujet et moi j'utilise ce qui est très bien fait et de qualité. Voilà, je ne vais pas refaire une énième newsletter ou je vais pas refaire quelque chose qui Mmh. existe et qui est bien fait. Autant capitaliser dessus, le diffuser. Voilà, j'ai créé un espace culture client dans notre intranet et Oui. ça permet de vraiment mettre à disposition tout ce contenu parce qu'il y en a énormément, quoi. Donc, Mmh on fait mh. des synthèses, on fait des synthèses d'événements, on met à disposition des bonnes pratiques. Bah, on organise des rendez-vous mensuels d'acculturation, hein, le forum culture client. Bon, bah, on met les replays, on met les supports. Mmh mh. Voilà, on met vraiment beaucoup de choses, des comptes rendus de conférences, un lien vers des newsletters, la newsletter Sens du client, le hub de Bien la sûr. poste, la marque. Voilà, et c'est vrai que bah, souvent, bah, quand j'écoute ce podcast qui est fabuleux, bah, je me dis chouette cet exemple, il va parler à telle personne, donc je lui forward le lien et j'explique que c'est à disposition de tout le monde. Mais oui, c'est vrai que C'est bien, ma très chère Florence. c'est, Non, mais c'est vrai que ton intranet, il est top et pour qu'on le visualise à peu près, en fait, voilà, c'est un site internet sur lequel Florence met tout le contenu et le centralise. Et typiquement, bah, vous avez une petite vignette avec le logo du client et vous cliquez sur le logo et vous accédez au final à notre podcast. Donc, voilà. tu fais aussi des fiches de lecture sur des livres que tu Exactement, lis et oui. tout. Non, mais c'est un travail de dingue. Ouais, ouais, c'est vrai que mais voilà, au moins c'est en faire profiter tout le monde. Ouais. Voilà, donc j'ai plutôt des bons retours et voilà, j'ai eu un NPS de 94. J'en suis très fière quand même. Bravo, Donc Florence. bon, voilà, c'est ma petite fierté, hein, mais non, mais c'est vrai qu'il y a maintenant les gens ont compris en fait à quoi je Mmh. pouvais servir et parfois ils m'utilisent comme un benchmark ou une recherche Mmh. d'outils et cetera. Mais c'est pas grave, c'est un premier point d'entrée, de contact. Ah bah oui. Très bien, Florence. Alors dis-moi, Florence, quel est ton meilleur souvenir d'expérience client? J'ai plusieurs meilleurs souvenirs, d'expérience client, mais je vais en citer un, parce que, c'était assez, inattendu. En fait, c'était une période de grève, et je devais prendre un TER pour ensuite aller prendre un avion. Donc j'arrive à la gare et il y a un panneau d'affichage qui dit bah en fait vous ne pourrez pas prendre votre TER à telle heure, il faut prendre un car qui vous emmènera dans une gare et là vous pourrez rejoindre votre TER, etc. Alors bon déjà tu dis ah zut bon. Mmh mh. Et une fois que donc je fais ça, je suis dans le TER et donc je n'avais aucune idée de
quand est-ce que ce TER allait arriver. En l'occurrence, j'allais à Toulouse. D'habitude, ça met 2 heures, mais là, je ne savais pas, puisqu'il n'y avait même plus d'horaire, on ne savait plus trop. Bon. Donc, je vois une contrôleuse dans le train et je lui demande à quelle heure le TER arrive. Et donc, elle m'annonce qu'en fait, le TER arrive beaucoup plus tard que celui que j'avais réservé pour pouvoir ensuite prendre mon avion. Ok. Alors du coup, j'étais un petit peu stressée. Je lui dis: «Ah là là, mais en fait, j'ai un avion, je dois aller à l'aéroport de Blagnac. D'après vous, combien de temps je vais mettre entre la gare et Blagnac et est-ce que vous croyez que c'est jouable? Est-ce que» et puis j'avais aucune idée de la taille de l'aéroport de Blagnac non plus. Donc je lui pose toutes ces questions. Puis les gens dans le train, gentiment, se mêlent de notre conversation et me disent: «Oh là là, mais c'est un très grand aéroport, mais vous aurez jamais votre avion, mais» bon, alors je me suis dit: «Zut!» D'accord. Et en fait, elle est très gentiment, elle m'a dit: «Écoutez, ce que je vous propose, c'est effectivement, il va arriver plus tard que le TER que vous aviez réservé. Mais si vous voulez, je vous commande un taxi, je le préviens de votre arrivée et comme ça, il vous emmènera directement à l'aéroport et déjà, il n'y aura aucune perte de temps, et cetera». Déjà, je trouvais ça incroyable, une contrôleuse de TER Waouh. qui me propose ça. Donc j'accepte. Et effectivement, mais genre 2 minutes avant d'arriver à la gare de Toulouse, le taxi m'appelle: bonjour madame, je suis devant tel endroit, je vous attends, je ne vous vois pas». Je dis: «Ah bah oui, le train arrive là dans 1 minute». J'arrive: «Ah bah écoutez, je suis dans une voiture comme ci comme ça, je vous attends». Très sympathique, le chauffeur de taxi. Donc j'arrive, donc il me dit: «Vous allez à l'aéroport de Blagnac?» Je dis: «Oui, oui». Il me dit: «Vous inquiétez pas, on va y aller en quelques minutes, et cetera». Et donc il me dit: «Vous allez où ensuite? Vous prenez quelle destination?» Donc je lui explique que je vais à Paris. Et en fait, non seulement il était gentil, rapide, et cetera, mais facilitateur, c'est-à-dire qu'il m'a déposé devant la porte qui mène au bon escalier, qui mène juste à l'entrée des douanes du contrôle des passeports, Ouais. etc. Donc, zéro perte de temps. Je n'en revenais pas. Enfin, c'était d'une efficacité. Et je me suis dit, c'est génial parce que voilà, c'est une expérience au global. Enfin, un TER en période de grève. Bon, voilà, c'est pas facile, etc. Et finalement, tout s'est bien goupillé grâce à des humains qui ont gentiment pris en considération mon désarroi et mon angoisse. Hein. Et donc, j'ai pu avoir mon avion. Et tout s'est bien déroulé et je me suis dit: «Waouh, et ben ça franchement, merci à cette contrôleuse du TER parce que, bah, c'est pas dans son enfin, elle était pas obligée de faire ça, c'est pas dans J'allais te son demander périmètre». qui a payé le taxi du coup? C'est moi, c'est C'est moi. toi? Ah, quand même. Moi, Mais j'attendais l'hélicoptère qui se pose sur le TER, qui t'emmène, tu vois, où tu sautes en route et tu t'accroches à l'échelle et tout, et hop, direction l'aéroport, Florence. bah, le fait est que tu vois finalement, voilà, j'avais bon, quelques minutes de retard, mais tout a été compensé et franchement déjà je trouvais ça hyper gentil. Enfin, Non, mais je c'est sais vrai. pas si, tu vois, j'ai jamais vécu une autre expérience, de la sorte, hein. Et du coup après j'ai regretté de pas parce que j'avais pas le nom de la personne, de la contrôleuse pour la remercier, et cetera, et ça m'a manqué parce que franchement je me suis dit: «Waouh, c'est hyper sympa». Donc voilà. Et alors, dis-moi, quel est ton pire souvenir d'expérience client? Alors mon pire souvenir, alors j'en ai plusieurs, mais là je suis en train de vivre quelque chose, je citerai pas le nom de la marque, et en fait, voilà, c'est une marque de voiture. J'ai acheté, une voiture récemment. On peut dire que j'ai acheté un bon rapport qualité-prix. Mais en termes d'expérience, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, la trace laissée, c'est bah, j'ai fait une bonne affaire. Bon, j'ai fait un achat, j'ai essayé d'acheter la voiture qui avait le moins d'impact carbone, qui était le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur choix par rapport à mes usages, etc. Et en fait, eh ben, je me sens pas heureuse de mon expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supplément d'âme. En fait, ça ne me suffit pas. Ça donne quelque chose, un ensemble relativement cheap, alors que c'est un véhicule neuf, alors que c'est un investissement, c'est un engagement financier sur plusieurs années. J'ai pas acheté une entrée de gamme. Et en fait, je me suis dit, bah vraiment,
un achat de ce type et de ce valeur, c'est tout ce qu'on me propose. Et en fait, depuis le début, je suis dans une relation contractuelle, une relation transactionnelle. Il y a rien de sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais chez Sephora ou chez Lush pour m'acheter un mascara ou une crème pour les mains, eh bien, je ressors de là totalement enchantée pour 12 euros. Je vis une expérience de dingue à côté. Et là, c'est une voiture. On n'est pas dans une relation humaine, waouh. Je trouve que, voilà, et du début jusqu'à la fin, il se trouve que je suis allée chez ce concessionnaire un jour de portes ouvertes, un samedi après-midi. Je ne savais pas que c'était les portes ouvertes, c'était le hasard, c'était le seul moment où je pouvais y aller. Bon. Même, alors du moment, alors donc je dis, tiens, c'est les portes ouvertes, tiens, peut-être qu'ils accueillent les clients d'une façon incroyable. Pas du tout. Il y avait une table avec des petits jus de fruits avec des pailles, enfin, et des ballons, mais je me suis dit, tiens, mais c'est pas du niveau de cette marque. Après, le commercial était agréable et sympathique, mais très pour un jour de portes ouvertes, il n'y avait aucune organisation et aucune anticipation, et encore, on n'était pas très nombreux dans la concession, ils n'avaient pas beaucoup de clients à gérer, mais tout a été laborieux, c'est-à-dire constituer le dossier, le formulaire, trouver la voiture. Il y avait sans arrêt, bon, il faisait des erreurs de saisie, donc il se trompait dans mon nom, dans mon adresse mail, mais beaucoup quand même. Donc il a fallu ressaisir le formulaire. Enfin, c'est des bugs informatiques. Alors, c'est pas de sa faute, les bugs informatiques. Mais en fait, j'ai vu en face de moi quelqu'un victime de process, victime de mauvais outils, victime de choses où en fait rien n'a été conçu pour ce commercial. Et alors, a fortiori, non plus pour le client. C'est-à-dire que tout ce sont des process qui ne sont pas du tout pensés ni pour les commerciaux, les vendeurs, les conseillers, ni pour les clients. Donc, par exemple, pour signer tous ces contrats, etc., ça peut pas être simple. C'est-à-dire il fallait que je les signe numériquement et ensuite que je les imprime et qu'ensuite je fasse des paraphes et ensuite. Donc en gros, ça demande de recevoir des mails, un ordi. Il faut avoir une imprimante. Il faut scanner avec son imprimante. Il faut ci, il faut ça. Enfin, déjà c'est impossible chez soi si on n'a pas tout ça. Donc, je me suis dit, toutes les personnes un peu âgées qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas d'imprimante, c'est même pas possible. Il n'y avait pas d'autres solutions. Après, tous ces documents étaient enfermés dans un coffre-fort numérique. Et là, il fallait un mot de passe, il fallait plein de choses. Et donc, rien ne fonctionnait. Donc, je les appelais et ils me proposaient de passer pour récupérer mon mot de passe. Et je leur ai dit, en fait, non, on est en 2021. Comment se fait-il qu'il faille passer physiquement dans une concession pour un mot de passe? Enfin, et on est en période de confinement. Enfin, c'est compliqué en plus. Bon. Donc, tout est comme ça. C'est pour ça que pour moi, c'est une succession de process. J'avais pas le récap financier de mon engagement contractuel par rapport au financement de la voiture. Ça n'existait pas. Et on m'a dit, en fait, dans le coffre-fort numérique, vous allez avoir des documents, mais en fait, vous n'y comprendrez rien. J'ai dit, ah bon, c'est super, d'accord. C'est très transparent. J'avais pas. Alors, à leur décharge, c'est des gens transparents et sympathiques, sauf que c'est pas rassurant pour le client. Déjà qu'on nous dise ça, et puis donc j'avais juste une copie écran d'une simulation financière, mais moi je disais mais ça n'a pas de valeur juridique ça, à quel moment je me réfère à ça en essayant de comprendre combien de temps il me reste, quelle est la somme restante voilà, enfin la mensualité, où apparaît la mensualité, c'est hyper important pour un client de savoir combien il va être prélevé chaque mois. Il n'y avait pas ça sur ce document, donc c'était bon, et puis, des petites phrases. Alors, pour moi, c'est des phrases qui tuent. Il était sympathique, ce commercial, mais il disait, oui, avec moi, il n'y a que des problèmes. Bon. Alors, j'ai dit, dis donc, ne me dites pas trop ça souvent non plus, parce que c'est un peu angoissant. Bon. Et voilà. Et donc, tout a été comme ça, jusqu'au jour de la remise de la voiture. Alors, je m'attendais pas à grand-chose, mais c'est quand même pas terrible. Donc, on arrive
à cette concession et normalement, on est attendu puisqu'on prend rendez-vous pour recevoir sa voiture, etc. Bon, là, pourquoi vous êtes venu? Donc, on explique, c'est pour récupérer notre véhicule, ok. Donc, on nous dit, si vous voulez, vous pouvez patienter dans un petit salon, vous pouvez vous installer gentiment. Bon, gentiment, on se dit, tiens, on rigole, on se dit, tiens, on va quand même pas sauter sur les sièges, on n'a pas trop le profil, mais bon. Et donc, on nous dirige vers un petit salon avec des fauteuils en tissu, mais d'une saleté, avec des taches dessus. Il y avait une petite table basse avec des miettes. Et je dis, mais c'était triste, quoi. C'était triste et pas terrible. Et puis, encore une fois, quelqu'un nous fait signer encore plein de choses, de papiers administratifs. Et on dit encore des choses à signer, mais qu'est-ce que c'est? Donc, cette personne nous parle de gravage par-ci, gravage. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, gravage, etc. Et en moi-même, j'associais ça à du gavage parce que c'était plein d'informations sans dessus-dessous. Bon, bref. Voilà, on découvre notre voiture sous une bâche. Bon, c'était joli. Voilà. Et puis, voilà, on nous fait toutes les explications dans la voiture, etc. Mais bon... alors, on était masqués, on est enfermés dans une voiture. À un moment donné, quand même, cette personne baisse son masque. Enfin bon, c'était pas très... Voilà, c'est très... D'un point de vue sanitaire, c'était pas top. Voilà. Après, ensuite, évidemment, on a eu la petite phrase, si vous allez recevoir une enquête, mettez-moi 9 ou 10, parce que si tout ça sert à rien, si vous mettez moins, Donc, bon. D'accord. Donc, voilà. Donc, pas terrible. On reçoit un petit SMS. Au départ, on dit, tiens, c'est gentil. Message automatique, ne pas répondre. Bon, c'est encore une fois, jusque-là, c'est pas un message personnalisé, c'est encore un truc, bon, ok. Après, on est relancé au téléphone parce qu'on n'avait pas répondu à l'enquête de satisfaction. Donc, on a le commercial qui nous avait reçu la première fois, qui nous relance en nous demandant encore gentiment de nous mettre un 9 ou 10. C'est la deuxième relance, on se dit, ok. Bon, donc du coup, je vais dans cette enquête de satisfaction. Je m'attelle à la réponse des questions. Et donc, je réponds aux premières questions en essayant d'être la plus constructive possible, en mettant des commentaires positifs, en expliquant pourquoi c'est positif, négatif, en essayant de leur apporter quelque chose. Et encore une fois, comme on avait rempli un formulaire, ils savaient quel métier je faisais. Bon, ils auraient pu se dire, on va quand même faire un peu attention, mais... Non, pas du tout. Et en plus, ils ont affaire à Florence quand même. Alors, franchement, vous n'avez pas assuré là. C'était drôle. Voilà, bon. Et donc, je réponds. Je passe quand même 20 minutes à essayer d'encourager, d'être constructive. Et au moment d'appuyer sur la flèche qui dit question suivante, je tombe sur un écran où on me dit qu'il faut saisir un identifiant et un code de sécurité qui se trouve dans un mail, qui se trouve tout en bas d'un mail, écrit en tout petit, etc. Bon, alors déjà, il a fallu tout laisser tomber, chercher le truc, mais vraiment à la loupe. Donc, je saisis les deux informations pour aller plus loin dans le questionnaire. Et là, en fait, ça redémarre au début avec toutes les cases vierges. Alors évidemment, ça m'a un peu énervée. Voilà. Et donc, bon, et alors après, du coup, j'ai pas mis des très bonnes notes, mais j'avais expliqué pourquoi. Donc, le directeur de la concession m'a rappelé pour essayer de comprendre. Alors, je me suis dit, c'est bien, ils appellent déjà les clients mécontents. Alors oui, mais la façon dont il a présenté ça, encore une fois, c'est un manque je trouve, de considération. J'ai eu l'impression d'être une étape de process, c'est-à-dire qu'il m'a dit une phrase comme je vous appelle parce que j'ai pour habitude d'appeler les clients mécontents. Voilà, j'ai pour habitude. Oui, enfin, je suis pas une habitude. Enfin, il aurait pu dire autre chose. Donc voilà. Donc ça veut dire que tu as l'habitude d'appeler les clients mécontents, donc ça veut dire que les gens sont souvent mécontents de ce que tu fais, en fait. Je sais pas trop. Bravo, en tout cas, bravo. Voilà, tu vois, j'ai pour habitude de rappeler les clients mécontents. Bon, alors je vous appelle. Voilà, il m'a dit ça comme ça. Voilà. Alors je vous appelle. C'est quoi ton problème? Et en fait, bon, et alors il m'appelait de sa voiture. Et donc, tout ce que je lui ai dit, j'ai essayé d'être
avec tact, j'ai essayé d'être gentille, constructive, j'ai dit les choses, mais j'essayais je me suis dit, bah, je vais lui dire tout ça, ça va peut-être lui apporter de la matière pour améliorer certaines choses quand même, en tout cas en prendre conscience. Comme il était en voiture et qu'il conduisait et que parfois il passait dans une zone où il captait plus, de toute façon, il pouvait pas noter ce que je lui disais. Donc, Bah en oui. plus, c'est une façon de dire, bah vas-y, parle-moi. Moi, je suis en voiture, je fais autre Ah. chose. Encore une fois, c'est un manque de considération, je trouve. Voilà. Donc, je trouve que voilà, c'est vraiment dommage. Et au final, je me dis, bah, je suis presque à deux doigts de rendre notre voiture, en fait, parce que c'est quelque chose qui me gâche le plaisir. Mmh. Et voilà, après, en parlant autour de moi, j'ai découvert qu'il y avait des marques qui offraient, le jour de la remise de la voiture, un bouquet de fleurs, une bouteille de champagne. Moi, je ne le savais même pas, mais je comprends que c'est des marques, hein, et pourtant des marques assez low cost. Enfin, je veux dire, Ouais. voilà, c'est pas c'est pas des très grandes marques. Et même pour des voitures qui coûtent pas cher, qui sont un peu, on va dire, bas de gamme, bah, elles ont ces attentions-là pour les clients. Mmh Bah, je mh. dis bravo, alors que là, non, vraiment, rien du tout. Voilà, si j'avais acheté une Tesla, je me serais acheté un morceau de rêve, hein, avec. Je me serais acheté Mmh. quelque chose d'autre. Et en fait, là, j'ai rien. Donc, voilà, donc très déçue. Ouais, mais c'est fou de se dire, en fait, à quel moment il y a quelque chose qui a merdé et comment est-ce que tu peux, sortir, très heureuse d'un Sephora pour 12 € et être très malheureuse, d'une expérience à, plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois? Potentiellement. Mmh. Heu, c'est et voilà et pourquoi est-ce qu'une marque qui vend, des voitures, plutôt abordables se soucie de ce genre de choses, alors qu'une marque de voitures haut de gamme, voire, de luxe, ne s'en soucie pas? Enfin juste, il s'est passé quoi dans votre cerveau, quoi? Ouais, ouais. Ah, Je ne mais comprends pas. c'est assez, dingue. Et tu vois, pour en revenir à Sephora, moi, j'ai été, touchée, par leur accueil. J'allais un samedi après-midi dans leur magasin rue de Rivoli, donc inutile de te Mmh. dire qu'il y a beaucoup de monde. Mais j'avais besoin, de m'acheter du maquillage et je savais pas trop quelle couleur prendre comme ombre à paupières. Et en fait, une gentille, très accueillante et très sympathique, conseillère, de beauté, est venue vers moi et donc m'a demandé ce que je recherchais et pourquoi, et cetera. Et en fait, de fil en aiguille, elle m'a donné un cours de maquillage gratuit, Mmh. en me disant: «Bah, voilà, par rapport à vos yeux, moi, je vous conseille ça et ça. Est-ce que vous savez comment l'appliquer?» Alors j'ai dit: «Oh non, pas vraiment, je suis pas très douée, dada». Donc elle m'a montré, en plein samedi après-midi, il y avait beaucoup de monde et Ouais. elle a consacré le temps nécessaire. Et après elle m'a dit: «Écoutez, revenez me voir dans quelques temps, dans quelques semaines, pour me dire, en fait, si, ces couleurs vous plaisent, comment vous vous sentez avec ce maquillage, si vous voulez qu'on essaye d'autres couleurs, et cetera, mais avoir votre retour d'expérience». Et bah, franchement, je dis chapeau, parce que, franchement, m'accorder autant de temps et c'était pas, voilà, c'est pas juste Mmh. commercial. Il y avait un côté assez humain, et j'ai trouvé ça vraiment, voilà, touchant. Mmh mh. Eh beh, écoute, très bien. Merci beaucoup Florence. Je vais finir par une dernière question. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast, s'il te plaît? Alors écoute, j'aimerais entendre, une personne en charge de la relation client ou de l'expérience client, chez Lush, hein. Parce que Ouais. je trouve que chez Lush, on est vraiment, accueillis, conseillés, il y a une Mmh relation mh. humaine. Là aussi, les conseillers, beauté prennent le temps qu'il faut avec leurs clients. Ils font essayer les produits, il y a une vraie écoute, il y a un côté sur mesure. Et je trouve il y a une impression d'être considérée comme une cliente, VIP, alors qu'en fait, à la base, on achète enfin, moi, j'achète un soin pour les cheveux, une crème pour les Mmh. mains, des choses comme ça, ou un shampoing solide, bon, bref. Mais je trouve que vraiment, il y a beaucoup de choses, très relationnel, de très humain, et en même temps, et c'est complètement cohérent avec leurs valeurs, hein, avec toute la dimension éco-responsable, éthique. Voilà, donc je trouve que ils gagnent à être connus. Je connais peu de. Alors récemment, hier, j'ai eu la chance d'entendre un témoignage. J'en étais ravie, mais c'est vrai que je trouve que j'aimerais en savoir plus, hein, sur un peu leur stratégie en expérience client.
Et puis il y a une autre marque aussi, je trouve, c'est Boulanger. Boulanger, je trouve que moi j'ai plaisir à aller chez eux à chaque fois que j'ai quelque chose à acheter, soit lié à l'informatique, l'électroménager ou n'importe quoi, un petit câble. Et en fait, c'est une marque, une entreprise qui s'exprime très peu. Mais je trouve que l'expérience client, elle est très bonne, elle est très agréable. Et il y a aussi ce côté très humain chez eux. Merci beaucoup, Florence. Merci à toi, Marine. J'ai été ravie de pouvoir discuter avec toi, je le redis encore, mais vraiment merci. Merci beaucoup. Et voilà les amis, merci à toi Florence pour cet échange, ta confiance et ton soutien sans faille pour le client. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver Florence sur LinkedIn et sur Twitter. Si, comme elle, vous voulez partager et promouvoir le podcast en interne dans vos entreprises, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur LinkedIn. Bien sûr, on vous envoie avec plaisir nos visuels, les liens descriptifs et codes d'intégration du player de notre émission. Et oui, on fait tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!